Je vais vous présenter en effet la santé mentale étudiante en enseignement supérieur au Québec, les résultats de notre première phase de l'enquête de l'Observatoire. Très rapidement, moi je suis professeur invité en psychologie à l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis chercheur associé aussi dans un centre de recherche collégial où j'ai travaillé avant pendant 6 ans, donc je connais bien les deux ordres d'enseignement que l'on a au Québec. Je suis le co-directeur de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur et le responsable scientifique de l'enquête dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de présenter rapidement le contexte et la méthodologie de l'enquête, de vous présenter surtout les plus récentes données sur la santé mentale étudiante et ainsi que quelques conclusions et recommandations en lien avec les résultats présentés. Donc, l'observatoire, en fait, je n'aurai pas le temps d'en parler car le temps va filer trop vite, mais c'est un observatoire subventionné par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec via les fonds de recherche du Québec. Donc, il y a eu un appel d'offres auquel on a répondu et qu'on a obtenu ce financement. Et on a de nombreux objectifs pour vraiment essayer de développer des connaissances, de faire de la mobilisation des connaissances et également de la formation, de la mobilisation des personnes étudiantes. Mais aujourd'hui, je vous rencontre surtout en lien avec l'objectif 1, qui est de développer des connaissances scientifiques. Donc, on met en place l'Observatoire, en tout cas, soutient la mise en place de nombreuses recherches en dehors de l'enquête, mais aussi une enquête qui permet d'avoir un portrait de la santé mentale de nos personnes étudiantes. Donc, l'enquête elle-même, je ne passerai pas en détail, mais simplement pour vous dire que les questions, les variables que nous avons mis dans cette enquête, eh bien, on les a pas développées comme ça à deux, trois personnes sur un coin de table, comme on dit. Il s'agit plutôt de plusieurs étapes importantes qui nous ont permis au départ de créer un cadre conceptuel intégré. Donc, on a vraiment développé notre propre cadre conceptuel sur la base de cadres déjà existants. Hein, on a essayé de prendre le meilleur de tout ça et d'en faire quelque chose d'unique. Et une fois qu'on a en fait retenu à peu près 250 dimensions qui sont réputées pour pouvoir être en lien avec la santé mentale étudiante, on a fait un processus Delphi, c'est-à-dire une priorisation en lien avec ces éléments-là. Donc, on a demandé à 200, 250 membres de l'Observatoire de prioriser. Et une fois qu'on est arrivé, qu'on s'est entendu un certain nombre de dimensions, bien là, on a encore été chercher quelles enquêtes, quels sondages sont réputés, quelles études, comment on évalue la santé mentale et en lien avec des critères bien spécifiques, la qualité psychométrique des échelles, on a fini par sélectionner nos variables. Voilà, en un coup d'œil un petit peu le modèle conceptuel justement qui est sorti de ce travail-là. Et en quelques mots, ce que vous pouvez remarquer, c'est un modèle systémique, écosystémique, où les caractéristiques individuelles, bien sûr, sont importantes, mais également les milieux de vie, les systèmes, et notamment les systèmes de nos établissements et leur milieu de vie, les campus. On a également une approche complète de la santé mentale. Donc, comme vous voyez ici, on a aussi bien sûr, on va évaluer les signes, les symptômes, les troubles potentiels, mais aussi, c'est très important, la santé mentale positive, le bien-être psychologique, émotionnel et social. Au niveau de la méthodologie, encore une fois, pas trop de détails, mais sachez que nous, l'Observatoire est subventionné pour 5 ans, 2023-2028. Donc, on s'est dit qu'on allait faire 2 phases transversales, donc de type recensement, échantillonnage par volontariat. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de se dire on va aller sélectionner certaines personnes étudiantes selon certains critères, eh bien, on va plutôt faire un appel à tous. Donc, toutes les personnes étudiantes qui étaient inscrites dans un établissement au moment de l'enquête ont été sollicitées via leurs établissements. Ce sont donc des participants étudiants, étudiantes. La première étape a eu lieu du 4 au 22 novembre 2024. C'est les résultats dont je vais vous faire part aujourd'hui. Et la prochaine étape, c'est novembre 2026. Donc, ça arrive vite et on essaiera de voir justement un peu l'évolution des indicateurs de santé mentale. Donc, cette première phase dont je vais vous parler, eh bien, on a eu 77 établissements impliqués.
Donc, public, privé subventionné. Finalement, il ne nous manque que 3 établissements dans tout le Québec au niveau collégial qui n'ont pas participé pour des raisons en fait surtout éthiques. Les comités d'éthique n'ont pas voulu. Mais donc voilà, sur 80 possibles, on en a eu 77 et on a 77 approbations éthiques. Donc ça a été vraiment ce qui a mis le plus long à mettre en place, c'est cette mobilisation-là, puisqu'on fait de la recherche auprès des établissements, on doit avoir ces approbations éthiques. On a mobilisé en fait les associations étudiantes des campus pour faire des kiosques de mobilisation. Donc oui, on faisait la promotion de l'enquête, mais on faisait surtout de la promotion de la santé mentale et notamment la santé mentale positive et aussi la promotion de l'ISME qui est un autre organisme que l'OSME, hein, c'est l'initiative sur la santé mentale étudiante qui fait de la promotion aussi et de la vulgarisation de la santé mentale pour les personnes étudiantes. Au total, eh bien, on a obtenu la participation de 32 212 personnes étudiantes répondantes, donc un N qui nous permet quand même de faire un certain nombre d'analyses. Un élément aussi qui nous tient à cœur, c'est que notre observatoire, finalement, on veut collaborer étroitement avec les établissements. On veut certes avoir des données scientifiques, mais on veut surtout aussi soutenir les établissements à mieux comprendre l'impact de leurs activités. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que finalement, il y a des impacts justement de nos activités de mobilisation auprès de la santé mentale? Donc, on a remis un rapport visuel à chaque établissement avec leurs propres données comparées au reste des participants. De même qu'un tableau Excel très complet, donc où là, on avait presque l'ensemble des variables, encore une fois, leurs résultats versus les résultats au niveau de la province. Donc, voilà un peu notre participation aussi à l'écosystème au niveau québécois. De tout ça est sorti un premier rapport scientifique en décembre dernier. C'est les résultats dont je vais vous parler. Mais il faut comprendre que l'Observatoire, nous, en fait, on travaille avec des axes. Donc, on a près de 300 membres, beaucoup de chercheurs, mais aussi des personnes étudiantes, des personnes de terrain, des personnes de santé publique. Et finalement, chaque axe a des thématiques bien spécifiques. Donc, le rapport, lui, si ça vous tente d'aller le regarder, vous verrez que c'est très descriptif, il n'y a pas d'analyse statistique, on fait vraiment le portrait et ensuite on va avoir de nombreuses analyses et de publications qui sont découpées en fait au niveau des 26 axes. Donc beaucoup de production à venir, ça c'est évident. Donc, rentrons dans les résultats. Au niveau universitaire, on a environ 14 000 personnes. On a les 18 universités du Québec. Au niveau collégial, on a environ 18 500 participants. Donc, très rapidement, au niveau sociodémographique, pour qu'on comprenne un peu ces données, il y a un élément qui saute aux yeux et qui est très classique, c'est la surreprésentation de femmes. Donc, les femmes participent beaucoup plus aux enquêtes, aux sondages globalement et encore plus sur la santé mentale. C'est pas un échec de notre part, là, je vais être très transparent parce que c'est toujours ça. Moi, j'ai fait des enquêtes pas auparavant, ça a toujours été ça. Donc, il faut par contre l'avoir en tête quand on interprète les résultats. Tous les résultats que je vais vous donner ne sont pas pondérés, justement, pour essayer de rattraper un peu cette surreprésentation. On ne l'a pas fait là parce que les autres enquêtes, les autres rapports sont le plus souvent non pondérés non plus. Donc là, on ne pourrait pas vraiment se comparer pour voir l'évolution de la santé mentale au Québec depuis 10-15 ans. Donc, on les a laissés tels quels, mais par contre, pour les analyses secondaires plus complexes, plus scientifiques qu'on va faire par après, on pondérera, c'est-à-dire qu'on va réajuster cette surreprésentation. Par contre, on est très content au niveau, par exemple, des étudiants internationaux. J'ai mis ici, à 1 point de pourcentage près, on est pile poil, en fait, comme on dit chez nous, vraiment sur le nombre de participants, enfin, le nombre d'étudiants internationaux, pardon, dans les établissements québécois. Donc là, on est très représentatif, les résultats peuvent être interprétés tels quels. Donc, avant d'aller plus loin, voici un peu le petit système de couleurs qu'on va appliquer sur toutes les diapositives pour une interprétation des résultats. J'ai mis interprétation grossière, gross peut-être, mais pas dans un terme péjoratif, simplement pour vous dire que c'est pas basé sur des analyses statistiques avec des différences significatives, c'est plutôt une interprétation très visuelle par rapport aux résultats que l'on va obtenir.
Parce qu'au niveau statistique, en fait, avec un N comme celui-ci, la moindre différence est pratiquement significative. Donc après, il faut interpréter avec les tailles des faits, etc. Je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là. Donc voilà un élément important, les indicateurs de santé mentale. Indicateurs, pourquoi? Parce qu'on a pris ici des instruments de mesure, des échelles qui sont connues, validées. Donc, on a sur la gauche la santé mentale positive avec l'échelle de Keyes, qui est pas mal connue, qui permet finalement de repérer en fait et d'évaluer les personnes étudiantes et de les classer au niveau de la santé mentale florissante. Donc là, vraiment un aspect plus optimal de la santé mentale, aussi bien au niveau du bien-être, comme je disais tantôt, psychologique, émotionnel et social. On peut avoir un état modéré, qui est donc ni florissant ni languissant, et l'état languissant, où là, justement, il y a plus de difficultés au niveau des trois dimensions que j'ai citées précédemment. On a aussi les symptômes d'anxiété et de dépression qui sont évalués à l'aide d'échelles très réputées, GAD-7, PHQ-9. Et là, c'est pareil, on évalue en fait la fréquence, l'intensité des symptômes vécus autour des 14 derniers jours. Et avec le score obtenu par l'individu, on peut le classer grâce à des normes, là encore, validées sur le plan scientifique. Donc, on va avoir une absence de symptômes, des symptômes légers, modérés, à élevé ou sévère selon le nom de l'échelle. Et on peut même, à partir de modéré pour les deux échelles, on va classer ces personnes-là comme à risque de présenter un trouble anxieux ou un trouble dépressif. Mais attention, pour vous qui êtes des intervenants, je le répète, c'est très important, le risque, ça n'est pas un diagnostic. Donc, ce ne sont pas des personnes qui ont un trouble dépressif ou un trouble d'anxiété généralisé. C'est juste un risque. Et vous le savez, avec cette échelle-là, on peut par la suite repérer des personnes et les orienter vers des spécialistes à même d'établir un diagnostic. Donc, maintenant que ce préambule est fait, rentrons dans les résultats. Donc, au niveau de la santé mentale positive, ça, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important. Toutes les statistiques Canada utilisent aussi ces échelles depuis quelques années. Donc, ici, on obtient quand même un pourcentage plus important de nos étudiants qui se situent dans une santé mentale florissante versus languissante. Donc, c'est très positif. Ça, c'est au niveau collégial ici que je vous montre. Mais on a moins d'un tiers de florissants, alors qu'on espérerait avoir 50-60% de nos étudiants au moins qui soient florissants. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, la majorité, presque 60%, sont dans un état modéré. Donc, on verra par la suite qu'est-ce que cela peut signifier et le travail qu'on doit faire par rapport à ça. Au niveau de l'anxiété, eh bien, pardon, globalement, quand on prend vraiment les personnes qui sont au-dessus du score seuil, si vous voulez, eh bien, on est autour de 45% qui présentent un risque de trouble anxieux à l'heure actuelle. Alors pour la dépression, on est pratiquement à une personne étudiante sur deux au niveau collégial. Même chose au niveau universitaire. Vous verrez, j'aurais pas besoin de passer trop de temps sur les deux ordres parce que les tendances sont souvent similaires. Donc, on a beaucoup de modérés, plus de florissants que de languissants et même un peu moins de languissants qu'au collégial, mais avec encore moins de 30% malheureusement de florissants. Et au niveau anxiété, dépression, bah là aussi, les pourcentages sont un peu plus faibles qu'au niveau collégial, donc une santé mentale globalement meilleure au niveau universitaire, mais quand même 40% et 42,5% de risque d'anxiété et de dépression. Donc ces chiffres-là, après, bah, on peut les avoir en tête, c'est à peu près similaire. Certains ont un peu diminué depuis la COVID, mais c'est pas non plus une grande différence. On aurait pu espérer qu'on soit à des 30, des 25%. Non, il y a encore cette détresse relativement présente dans les établissements. Maintenant, au niveau, si on découpe ces profils de santé mentale selon certains critères, commençons par le secteur d'études. J'imagine que les gens de terrain là vont être intéressés par ces éléments-là. Donc, le système des cégeps chez nous est peut-être différent, mais amène vraiment du préuniversitaire, donc une voie pour se former de manière plus globale avant de rentrer à l'université, versus technique. Eh bien là, les niveaux de santé mentale sont à peu près équivalents
et assez équivalent à ce qu'on voyait finalement sur l'ensemble des participants, hein. Donc encore une détresse qu'on appellerait à surveiller, des taux encore assez élevés. Par contre, le tremplin deck, même si le N est très petit, parce que c'est quelque chose qui se fait moins, hein, mais bien là, on est plus critique. Là, on est plus de 50% de symptômes d'anxiété, presque 60% au niveau de la dépression. Et la formation continue, ça c'est intéressant parce que ce sont des adultes souvent qui reprennent les études et qui vont chercher une formation supplémentaire à leur parcours professionnel. Et bien là, le profil de santé mentale est plus positif, un peu moins de présence d'anxiété et de dépression et plus de santé mentale florissante. Au niveau universitaire, là, on y est allé cette fois avec les cycles. Et ce que l'on voit, c'est que le premier cycle, donc un cycle de transition, hein, de transition académique, c'est là que le profil est le plus critique. Donc 42% d'anxiété, 45% de dépression et 27% seulement de santé mentale florissante, alors que les deux et troisième cycles, eh bien, ça n'est pas non plus extraordinaire. Là, on a plus d'un sur trois qui fait de l'anxiété ou de la dépression, mais ce sont des chiffres quand même un peu plus bas. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est grossier, c'est une interprétation où on compare un peu différentes caractéristiques. Le postdoctorat, là encore un N assez faible. On va essayer de chercher des solutions pour aller en chercher davantage lors de la phase 2, mais les indicateurs sont quand même assez positifs. Plus de santé mentale florissante et moins d'anxiété-dépression, ce qui peut un petit peu être différent de ce qu'il y avait comme résultat les dernières années. Quand on parle justement de climat de laboratoire de recherche, quand on parle de toute cette voilà du manque de bienveillance, de la compétition qu'il y a entre les personnes étudiantes à ces niveaux-là, ben là, a priori, on nous rapporte des choses qui sont plus positives et qui peuvent être aussi l'impact de toutes les initiatives, comme celle justement aussi du centre ici de santé mentale sur les campus, tout ce qui a été mis en place justement pour essayer d'apprendre aux professeurs à être un peu plus bienveillants avec les personnes étudiantes dans les cycles supérieurs. Le Benjamin, stress, désolé de te couper, on a une question dans le chat. C'est oui. quoi tremplin DEC? Ouais, tremplin deck, je vous en parlerai après tantôt, Ok. d'accord? Mais je trouve que c'est vraiment une spécificité des cégeps, mais sont vraiment bon, enfin, rapidement, c'est des étudiants qui étaient en difficulté, qui n'avaient pas finalement normalement les moyennes suffisantes pour entrer au cégep et qui ont une espèce de programme intensif pour essayer de retrouver le niveau et de pouvoir quand même aller obtenir. Donc forcément, il y a des difficultés, des enjeux académiques et donc, ça, c'est assez normal aussi qu'il y ait des enjeux également, comme je disais tantôt, là, des enjeux un peu plus importants aussi au niveau de la santé mentale. Donc, c'est quelque chose d'attendu à ce niveau-là. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de faire tous les détails, mais ce qui est plus étonnant ici, c'est que d'habitude, le préu, les personnes ont un profil toujours moins bon que technique, mais là, on voit que technique aussi, malheureusement, c'est important. Donc, merci pour la question. Pour le stress financier, on voit très bien les courbes. En fait, plus les personnes étudiantes déclarent un stress financier important, plus les proportions de symptômes anxieux dépressifs augmentent et plus, justement, malheureusement, aussi la santé mentale florissante diminue. Donc, on voit très bien ici les tendances inversées, puis qui sont exactement identiques pour collégial et universitaire. Donc, le stress financier perçu, bien sûr, demeure un enjeu un déterminant ou un facteur en tout cas très important. Au niveau des personnes étudiantes internationales, donc si on regarde pour les établissements collégiaux, c'est très intéressant parce que les résultats de l'étude montrent plutôt que la santé mentale florissante, eh bien, ils sont en proportion plus nombreux à en avoir, les étudiants internationaux, et un peu moins d'anxiété. La dépression est égale. Donc ça, quand on s'intéresse à cette population-là particulière, les 10 dernières années, il faut savoir que au nombre de défis et d'enjeux qu'ils ont en lien avec des impacts potentiels sur la santé mentale, on a toujours décrit cette population comme plus vulnérable. Mais il y a eu énormément, au Québec en tout cas, d'investissements financiers et humains qui ont été mis en place pour vraiment accueillir, entourer, s'assurer que ces personnes-là vont bien. Je vous dis, il y a du personnel dédié à cette population, parfois pour une cinquantaine d'étudiants. Donc, je pense que les résultats qu'on voit là sont justement la tendance que l'on a mise au Québec à investir beaucoup et donc à s'assurer que ces gens-là s'adaptent mieux.
Au niveau des établissements universitaires, ben là, c'est pas encore la même chose. On a moins de santé mentale florissante, un peu plus d'anxiété et 5 points de pourcentage de plus au niveau de la dépression. Par contre, là encore, je trouve que les efforts qui ont été mis en place ont permis de commencer à égaliser à peu près les niveaux de détresse. Donc, là encore, on aurait pu s'attendre à bien moins bien, mais les efforts investis ont permis de mettre cette tendance-là. C'est sûr que les établissements universitaires sont plus gros, plus vastes, donc c'est plus difficile d'avoir une approche proximale, individuelle, presque comme on peut l'avoir dans les collèges. Moi, en tout cas, pour avoir travaillé dans les collèges et avoir travaillé beaucoup sur les étudiants internationaux depuis les 8 dernières années, sur leur adaptation psychologique, j'ai vu les efforts investis et j'ai vu cette tendance déjà se mettre en place dans les dernières années. Donc là-dessus, c'est quelque chose de très positif et qui montre comment les investissements peuvent porter fruit au niveau de la santé mentale. C'est très positif. Malheureusement, au niveau des pluralités de genre et de la diversité sexuelle, les deux, c'est à peu près pareil. Ce que l'on voit, c'est que les hommes, finalement, ont souvent le meilleur portrait de santé mentale. Les femmes ont déjà beaucoup plus d'anxiété et plus de dépression. Et les personnes qui se disent non cisgenres, eh bien là, on atteint malheureusement des niveaux de risque très, très, très élevés. Donc, pratiquement 76% de symptômes dépressifs pour les non cisgenres au niveau collégial, 65% au niveau universitaire. Donc ça, ce sont des éléments à bien prendre en compte. Et au niveau de la diversité sexuelle, bah, c'est pareil, quelqu'un qui se dit ici issu de la diversité sexuelle, on atteint 65% de symptômes dépressifs au collégial. Donc là aussi, plus c'est jeune et qu'on se sait déjà de la diversité sexuelle, plus c'est difficile certainement d'en parler, on est plus discriminé et donc on va développer davantage de détresse. Ici, on voit que la différence est encore très importante, mais à des niveaux moindres par rapport au collégial. Le besoin d'aide ressenti, donc je vais essayer d'accélérer là, je vois qu'on n'a pas commencé à l'heure, mais je vais essayer d'aller vite. Je pense que ça aussi, ça peut vous intéresser. Au niveau collégial, finalement, on a d'abord demandé, avez-vous ressenti un besoin d'aide dans cette session-ci, donc dans la session d'automne 2024, pour surmonter des difficultés en lien avec votre santé mentale ou émotionnelle? On a 44,7 qui ont dit oui. Et sur ce 44,7, qui devient un 100%, on en a 32,3 qui ont fait une demande d'aide au sein de l'établissement et à peu près 1 sur 4 qui finalement a obtenu de l'aide. Donc, il y en a presque 70% qui ont ressenti un besoin mais qui n'ont pas recherché d'aide au sein de l'établissement. Donc, c'est positif et négatif. C'est bien que quand même une personne sur 4 ait reçu de l'aide. Maintenant, peut-être qu'on voudrait que ce soit encore plus important. Mais je tiens à nuancer ces propos en montrant que finalement, quand on leur demande où est-ce qu'ils sont allés chercher de l'aide, eh bien, c'est quand même 57% qui ont cherché de l'aide, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, soit même dans les deux ordres. Donc, ça ne dit pas non plus ça, ce chiffre-là, combien en ont obtenu, mais on les a aussi, là, mais c'est déjà sur la recherche d'aide, finalement, il y a une tendance, puis ça, j'ai aussi ces indicateurs-là depuis plusieurs années dans mes enquêtes, eh bien, ça augmente. Les gens vont davantage demander de l'aide, et là encore, toute la sensibilisation qui est faite est importante et a porté ses fruits les dernières années. Eh bien, au niveau universitaire, étonnamment, parce qu'on avait vu qu'il y avait moins de détresse, mais c'est une personne sur deux qui a ressenti un besoin d'aide pendant la session à laquelle on a mené l'enquête. Et au final, c'est à peu près pareil, c'est 56% qui ont cherché de l'aide. Les universitaires vont chercher davantage de l'aide à l'extérieur et les collégiaux davantage à l'intérieur de l'établissement. Et quand on demande justement les freins à la demande d'aide au sein de l'établissement, eh bien, on voit que la méconnaissance des services, elle est de moins en moins présente, mais elle est encore présente un peu au collégial et chez une personne sur 5 au niveau universitaire, en tout cas parmi les personnes qui se sont mises dans un processus de recherche d'aide. Les listes d'attente, ben, c'est aussi un facteur, un frein pour les personnes universitaires à aller au sein de leur université, pour en tout cas 16% d'entre eux. Mais ils ont davantage à avoir des assurances qui leur permettent d'aller à l'extérieur. Donc, c'est aussi quelque chose d'important. Et la peur, la stigmatisation, la peur du jugement d'être suivi au sein de leur établissement, elle est beaucoup plus présente au collégial qu'à l'université. Donc, 30% versus 20%.
élément important pour justement le climat sur les campus, hein, sentiment d'appartenance, il était plus ou moins fort à très fort chez 60% à peu près dans les deux ordres. Donc, on a plus d'une personne sur deux qui a un sentiment d'appartenance positif avec son établissement, ce qui est une chose importante parce que les études ont montré que le sentiment d'appartenance est associé à être valorisé, accepté et un meilleur bien-être. Mais là encore, je pense qu'il y a des efforts à faire pour que le sentiment d'appartenance soit plus fréquent que seulement un peu plus d'une personne sur deux. Si on regarde les liens sociaux au sein de l'établissement, elles sont satisfaisantes à harmonieuses chez beaucoup des personnes. Donc là, un sentiment vraiment positif. Mais quand on regarde le sentiment de solitude, celui-ci, ben, la majorité ne ressentent pas de solitude. Mais là encore, on a environ une personne sur quatre à une personne sur six qui en perçoit. Ce qui, encore une fois, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. On est très satisfait que la grande majorité ne ressentent pas de sentiment de solitude, mais le fait qu'une personne sur cinq, un 20%, un 24% des fois, selon les chiffres, ben, eux, ils manquent de compagnie ou ils se sentent isolés. Donc, il va falloir aussi travailler auprès de ces personnes-là pour réduire ce sentiment d'isolement. D'autant que là, par contre, je vous ai mis quelques petits spots d'analyse supplémentaires. Il y a vraiment des corrélations importantes avec le sentiment de solitude et la détresse d'un bord, mais aussi c'est quelque chose qui protège. Hein. Donc, le bien-être psychologique et la santé mentale positive sont vraiment associés à moins de sentiments de solitude. Donc, il faut vraiment poursuivre à ce niveau-là. Je pense que je vais pouvoir finir à l'heure. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'on a vu? Une fréquence des risques de troubles anxieux dépressifs qui demeure élevée encore, malheureusement, et surtout certaines populations spécifiques qui sont plus vulnérables, on l'a vu notamment au niveau de la diversité sexuelle, etc. Euh, des portraits qui sont différenciés selon le contexte d'études, et je n'ai pas pu tout vous montrer, mais on a l'âge, on a le statut d'études, on a avoir ou pas des enfants. Tout ça, c'est en détail dans le rapport, mais il y a des facteurs de risque qui font que certaines personnes sont justement plus de détresse, et notamment la transition collégiale universitaire. La connaissance et l'accès aux services est en constante amélioration, ça je peux vous le dire, avec des suivis d'indicateurs, mais il y a encore des freins qui persistent, parfois la méconnaissance, parfois le sentiment qu'il y aura une trop longue liste d'attente, et même encore la stigmatisation, la peur d'être jugé, d'aller rencontrer les services psychosociaux peut encore être un frein, et ça doit changer. Enfin, on a vu qu'il y avait une hétérogénéité des profils. Hein. On a des gens qui semblent aller plutôt mal, avec de la dépression, avec une santé mentale languissante, d'autres au contraire qui vont mieux. Et puis aussi encore une grosse zone au milieu qu'on veut pas qu'ils aillent mal, on veut qu'ils s'améliorent. Donc, on doit vraiment poursuivre les actions sur tout le continuum hein, de santé, promotion, prévention, intervention. Enfin, on a vu rapidement, j'en ai enlevé quelques-uns, mais il y a des déterminants individuels qui sont importants, oui, puis aussi des éléments systémiques, donc les relations sociales, le sentiment d'appartenance, qui sont des pistes où l'on doit encore poursuivre les travaux. Tout ce qui est fait déjà actuellement est important et on doit le poursuivre. Voilà. Bon, de notre côté à nous, au niveau Québec, on avait un plan d'action santé mentale étudiante qui justement permettait d'offrir des moyens financiers et humains aux établissements et qui a beaucoup contribué à cette diminution de la détresse, à peut-être ce plateau, mais il achève ce plan-là et on a vraiment besoin qu'il soit renouvelé pour poursuivre ces efforts. Donc les changements, hein, les grands changements qui sont en train de se mettre en place, ils nécessitent quand même des années, hein, avoir des impacts concrets. Donc il faut poursuivre tout ce qui est fait partout au Canada. Voilà pour ça.